Je leur ai offert mon sous-sol quand ils ont perdu leur appartement. En quelques mois, mon gendre a envahi mon salon, changé le mot de passe du Wi-Fi et dit « Vous avez de la chance qu'on vous laisse vivre à l'étage ». Quand j'ai dit que c'était ma maison, il a ri « Plus maintenant ». Mon nom est sur la boîte aux lettres maintenant. Mais j'avais toujours le bail original, et quand je l'ai montré à son employeur. J'ai 62 ans, j'habite à Albany, New York, et je suis propriétaire de ma maison sans hypothèque depuis 2010. J'y ai élevé ma fille, Mia, après mon divorce. Ce n'est pas un manoir ou quoi que ce soit, juste une maison à demi-niveau avec un sous-sol aménagé, 3 chambres à l'étage, une salle de bain complète en bas et un jardin clôturé. Quartier calme, voisins corrects, jusqu'à récemment, la paix. Mia a épousé Ray il y a 3 ans. Il m'a toujours déplu, quelque chose de faux dans son sourire, parlant toujours comme s'il en savait plus que tout le monde. Il travaillait dans l'informatique, toujours entre de grandes opportunités. Mia faisait du travail à la pige en ligne, graphisme, assistanat virtuel, donc ils vivaient d'un chèque de paie à l'autre. L'année dernière, ils ont perdu leur appartement à Schenectady. Leur propriétaire a apparemment doublé le loyer du jour au lendemain, et il y avait des problèmes de moisissure qu'ils ne pouvaient pas se permettre de contester. Mia m'a appelé en larmes, enceinte de 5 mois. Ray n'était même pas au téléphone. Bien sûr, j'ai dit oui. Je leur ai dit qu'ils pouvaient emménager au sous-sol jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. J'ai vidé l'espace, aidé Ray à emménager les meubles, leur ai même acheté un petit réfrigérateur et un micro-ondes pour faciliter les choses. J'ai rempli le garde-manger. Je l'ai fait parce que j'aime ma fille et que je voulais que mon petit enfant naisse dans un endroit sûr. Le premier mois, tout allait bien. Mia aidait à la maison. Ray a tondu la pelouse une fois, sorti les poubelles et s'est surtout tenu à l'écart. Le bébé est arrivé en décembre, une magnifique petite fille. Mia a eu un accouchement difficile, césarienne, longue convalescence. J'ai cuisiné, nettoyé, aidé avec les couches. Ça ne me dérangeait pas. Mais Ray a commencé à agir différemment. Il a commencé à travailler à distance à plein temps, soi-disant pour une start-up de cybersécurité. J'ai remarqué que le Wi-Fi ralentissait. Puis un jour, je n'ai plus pu me connecter du tout. J'ai cru à un bug. Il s'est avéré que Ray avait amélioré le forfait et changé le mot de passe sans me le dire. Quand je lui ai posé la question, il a dit « Nous avions besoin d'une meilleure bande passante pour mon travail. » Je pensais que Mia t'en avait parlé. Elle ne l'avait pas fait. J'ai demandé le mot de passe, et il a dit « Laisse-moi te recontacter. » Il ne l'a pas fait. La semaine suivante, mon fauteuil inclinable était poussé sur le côté du salon, et un parc pour bébé, un transat et un tire-lait étaient étalés dans l'espace comme si un vide-grenier avait explosé. Je n'ai rien dit au début. J'ai pensé que c'était temporaire. 2 semaines plus tard, je suis rentré de l'épicerie, et Ray était assis sur mon canapé en caleçon, regardant un stream de jeux vidéo sur ma télé comme s'il vivait là. J'ai demandé si tout allait bien. Il n'a pas levé les yeux, a juste dit, le bébé dort en bas. Il fait trop chaud en bas de toute façon. Puis ça a fait boule de neige. Jouets, biberons, bavoirs et la trousse de maquillage de Mia ont commencé à s'accumuler à l'étage. Ma cuisine était toujours en désordre. Mon garde-manger était soudain le leur, même s'il n'avait pas participé aux courses depuis des semaines. Le pire ? Le silence. Mia a cessé de me parler comme sa mère. Elle agissait comme une colocataire fatiguée. Ray n'a jamais dit merci. Au contraire, il a commencé à me traiter comme si j'étais une invitée. Puis est arrivé le courrier. Je l'ai vu un après-midi en rentrant la livraison. La boîte aux lettres avait une nouvelle étiquette, Ray et Mia Robinson. Aucune mention de moi, pas même un « au bon soin de » ou quoi que ce soit. Ça m'a fait profondément mal. J'en ai parlé à Mia. Elle a haussé les épaules et a dit « C'est juste pour qu'on puisse recevoir nos affaires sans qu'elles soient signalées. C'est plus facile. » Je lui ai demandé « Pourquoi quelqu'un signalerait quoi que ce soit ? Vous vivez dans ma maison. » Elle n'a pas répondu. Tout a débordé quand le Wi-Fi est de nouveau tombé en panne. J'avais un appel Zoom prévu avec mon ami de Buffalo. Nous faisons un point hebdomadaire. J'ai envoyé un SMS à Mia, pas de réponse.
J'ai frappé à la porte du sous-sol. Ray l'a entr'ouverte. J'ai demandé, le Wi-Fi est encore en panne? Il a soupiré et a dit, non. J'ai dû changer le mot de passe. Trop d'appareils le saturaient. J'ai cligné des yeux. Tu aurais pu me le dire. Il s'est appuyé sur le chambranle de la porte comme si je le dérangeais. Tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas? Nous en avons besoin pour le travail. C'est là que j'ai un peu craqué. C'est ma maison. Je paie pour Internet. Je paie pour tout ici. Ray n'a pas bronché, n'a pas cligné des yeux. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, plus maintenant. Mon nom est sur la boîte aux lettres maintenant. J'ai eu froid partout. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Il a souri, un petit sourire suffisant de gamin qui m'a donné la chair de poule. Ça veut dire qu'on ne va nulle part, alors tu ferais mieux de t'y habituer. Tu as de la chance qu'on te laisse vivre à l'étage. J'ai reculé, pas par peur, mais par choc. Il m'a fermé la porte au nez. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans mon lit. Je n'ai pas honte de l'admettre. Je ne suis pas du genre à pleurer, mais j'ai pleuré. J'avais l'impression de vivre chez quelqu'un d'autre, même si mon nom est sur l'acte de propriété. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis mise au travail. J'ai sorti ma boîte ignifugée du placard et j'ai fouillé dans tous les papiers que j'ai conservés depuis 1998, j'ai trouvé l'acte de propriété, le contrat d'achat, l'avis d'hypothèque remboursé, j'ai trouvé les factures de services publics, tout à mon nom. J'ai pris des photos de la maison, de l'état du salon, des affaires de bébé, du bric-à-brac entassé dans le couloir, j'ai pris des captures d'écran de mes appareils déconnectés. J'ai même retrouvé l'ancien contrat de location que j'avais lorsque j'avais brièvement loué le sous-sol à un étudiant diplômé il y a 5 ans, preuve que le sous-sol n'a jamais été une unité séparée, juste une partie de ma résidence. J'ai fait un dossier, j'ai tout étiqueté. Puis j'ai appelé Karen. C'est une amie de l'église qui travaille dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit immobilier. Je lui ai demandé de venir. Quand elle a tout vu, elle m'a regardé dans les yeux et a dit, ils n'ont aucun droit légal ici. Pas locataire en titre, même pas encore des squatteurs. Vous pourriez les faire expulser en 30 jours si vous déposez une demande. Mais ça ne me suffisait pas. Je ne voulais pas seulement les expulser. Je voulais qu'ils ressentent ce que c'était que de perdre le contrôle de quelque chose qu'ils pensaient posséder. Alors j'ai fait quelque chose que je ne fais habituellement pas. Je suis allée en ligne, j'ai cherché l'entreprise de Ray, j'ai regardé l'équipe de direction, j'ai trouvé le directeur des opérations et j'ai copié l'email. Ensuite, j'ai écrit un message expliquant que leur employé, Ray Robinson, utilisait mon internet résidentiel et mon adresse à des fins commerciales non approuvées et j'ai inclus des photos, des documents et des captures d'écran. Je n'ai pas eu de réponse tout de suite, mais ensuite quelque chose s'est produit. Ray a cessé de travailler à l'étage. Je n'ai plus vu son ordinateur portable. Il n'était plus en communication. Mia avait l'air tendue. J'ai entendu des chuchotements, des disputes. 3 jours plus tard, on a frappé à la porte. Ray, tenant son badge de travail, le visage pâle. Il a grogné, tu es allé voir mon travail. Je n'ai pas bougé. J'ai dit, je leur ai envoyé la vérité. C'est tout. Il a explosé, m'a insulté, a dit que j'essayais de le détruire. J'ai dit, je reprends juste ma maison. Il est parti cette nuit-là. Mia est restée, pour l'instant, mais la maison est plus calme. Elle ne me regarde pas dans les yeux, et je sais que ce n'est pas encore fini. Mia m'a à peine parlé après le départ de Ray. Elle est restée au sous-sol, n'est pas montée pour le dîner, n'a pas amené le bébé à l'étage sauf si elle avait besoin de quelque chose. Je n'ai pas insisté. J'ai pensé qu'elle avait besoin de temps pour tout digérer. Mais après une semaine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle a cessé de nettoyer après le bébé. Les couches sales ont commencé à s'accumuler dans la poubelle à l'arrière, sans sac. Je trouvais des biberons à moitié finis laissés sur le porche. Une fois, je l'ai surprise en train de laisser le bébé seul dans le siège auto en haut des escaliers du sous-sol pendant qu'elle descendait chercher son chargeur de téléphone. Le bébé hurlait. Je l'ai prise dans mes bras et je me suis assise avec elle sur le canapé.
Mia est remontée et m'a juste regardée, agacée. Tu n'as pas à faire comme si j'étais une mauvaise mère, a-t-elle lancé sèchement. Je n'ai rien dit. Elle a marmonné, tu adores juste avoir à nouveau le contrôle, hein. Je lui ai dit que je n'essayais de contrôler quoi que ce soit, qu'elle et le bébé pouvaient rester aussi longtemps qu'ils respectaient la maison. C'est tout ce que je demandais. C'est alors qu'elle a laissé échapper, tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait à Ray ? Tu as de la chance que je n'ai pas appelé les services sociaux pour harcèlement. Tu crois qu'ils vont croire une femme à la retraite plutôt qu'une nouvelle maman ? J'étais abasourdie. Je n'ai fait que essayer de t'aider, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel et est redescendue. 2 jours plus tard, j'ai trouvé une carte des services sociaux coincée dans la porte d'entrée. J'ai appelé le numéro indiqué. L'agente était polie mais directe, a dit qu'ils avaient reçu un signalement anonyme selon lequel le bébé se trouvait dans un foyer instable. Je l'ai invitée à venir le même après-midi. Elle a traversé la maison. Je lui ai tout montré, le berceau, le babyphone que j'avais acheté, le garde-manger plein de nourriture pour bébé, les photos de la baby shower de Mia, celles que j'avais imprimées et encadrées moi-même. Ensuite, je lui ai montré l'espace du bas. Elle s'est arrêtée quand elle a vu le désordre, des vêtements partout, de la vaisselle empilée, une odeur que je n'arrivais pas à identifier. Je n'ai rien édulcoré. J'ai dit, je leur ai ouvert ma maison, mais je ne me laisserai pas intimider par ma propre fille. L'agente a hoché la tête. Elle a dit qu'il ferait un suivi de routine, mais qu'elle n'était pas inquiète pour moi. J'ai su alors que Mia avait essayé de jouer salement. Plus tard cette semaine-là, j'ai croisé notre voisin, Tom, alors que j'arrachais des mauvaises herbes devant la maison. Il a hésité avant de parler. Écoute, tout va bien chez toi, a-t-il demandé. Je demande juste parce que j'ai vu un type, Ray je crois, assis dans une voiture garée devant ton allée plusieurs fois la nuit, juste assis là. J'ai figé. Ray n'habitait plus là. Il n'était censé être nulle part près de nous. J'ai vérifié les caméras. Dieu merci, j'avais installé un système bon marché il y a 1 an après une alerte à l'effraction. Effectivement, 1h22 du matin, 3 nuits de suite, sa voiture était garée de l'autre côté de la rue, sans phare, juste au ralenti. J'ai sauvegardé les images. Puis j'ai imprimé des copies, au cas où. Le lendemain matin, je me suis réveillée, et la boîte aux lettres était par terre, arrachée nette du poteau, les vis tordues, cette étiquette suffisante, Ray et Mia Robinson, fissurée en 2. Je savais que ce n'était pas un hasard. Je suis descendue au sous-sol et j'ai frappé. Mia a ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée, pâle, le bébé pleurait en arrière-plan. J'ai demandé, est-ce que Ray était là la nuit dernière ? Elle n'a pas répondu. J'ai dit, la boîte aux lettres a encore disparu. Je l'ai sur vidéo. Toujours pas de réponse. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, si tu continues à le pousser, quelque chose de grave va arriver. Il n'a plus peur de toi maintenant. C'en était trop. Mon sang s'est glacé. J'ai reculé. Elle a fermé la porte. Ce jour-là, je suis allée à la police et j'ai déposé une plainte, non seulement pour la boîte aux lettres, mais aussi pour violation de domicile et comportement menaçant. J'avais les images de la caméra, les documents imprimés. Je leur ai même montré la carte des services sociaux et expliqué ce qui se passait. L'officier a pris des notes, posé des questions et m'a dit de rester vigilante. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose à moins que Ray ne se montre à nouveau, mais que la plainte serait enregistrée. Ça comptait. Les choses ont empiré, vite. Mes pneus ont été crevés 2 nuits plus tard, les 4. J'étais garée dans ma propre allée. Puis quelqu'un a utilisé mon tuyau d'arrosage pour pulvériser dans les vents menant à la buanderie du sous-sol, provoquant une fuite qui a imbibé la moitié de la moquette. Ça a empesté le mildiou pendant des jours. Mia a dit qu'elle n'avait rien entendu. Je ne l'ai pas cru. Je ne me sentais plus en sécurité, pas dans ma propre maison. Alors j'ai de nouveau appelé Karen. Elle a dit que si j'étais prête à déposer un avis d'expulsion, elle m'aiderait à le rédiger correctement, juridiquement solide, sans erreur. Mais elle a aussi dit autre chose, vous devriez peut-être vérifier vos registres fonciers en ligne, juste pour être sûr qu'il ne se passe rien de bizarre.
Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que je regarde. Et c'était là. Il y a 2 semaines, quelqu'un avait soumis un changement d'adresse pour ma maison auprès du bureau de l'évaluateur du comté. Un faux formulaire de transfert de propriété portait mon nom mal orthographié, Ray Robinson y figurait comme copropriétaire. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai regardé l'écran, la main tremblante. Un faux acte de propriété, déposé il y a 2 semaines. Ray avait essayé de transférer la propriété de ma maison à mon insu, sans une seule signature de ma part, et d'une manière ou d'une autre, cela avait été assez loin pour apparaître sur le portail des registres du comté. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai appelé Karen immédiatement. Elle a demandé des captures d'écran. Je les ai envoyées. C'est de la fraude, a-t-elle dit. Ce n'est plus juste une querelle de famille. C'est criminel. Elle a demandé une faveur au bureau du greffier du comté, quelqu'un qu'elle connaissait de son cabinet. En 2 heures, j'ai reçu un appel confirmant ce que nous soupçonnions, quelqu'un avait envoyé par la poste un faux formulaire de transfert de propriété. Le cachet du notaire était faux. Ma signature était clairement une contrefaçon. Il n'avait pas été traité complètement, Dieu merci, mais il avait été numérisé dans le système avant que quiconque ne le signale. C'est pourquoi il était visible en ligne. Je suis allé directement au bureau du greffier avec toutes les pièces d'identité et les documents originaux de l'acte de propriété que j'avais. Ils ont pris ma déposition. Ils ont ouvert une enquête pour fraude. J'ai déposé une plainte à la police et leur ai donné le nom complet de Ray, son dernier lieu de travail connu et la vidéo de sa voiture garée devant ma maison la nuit. C'est alors que tout a basculé. Mia est soudain devenue gentille. Elle est montée avec le bébé. Elle a nettoyé la cuisine, fait du café, m'a même demandé si j'avais besoin de quelque chose du magasin. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Puis elle m'a sorti, alors, j'ai réfléchi, peut-être qu'on pourrait prendre l'étage, et tu pourrais déménager en bas. Ce serait plus facile avec le bébé, et tu n'utilises pas vraiment beaucoup le salon. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête. Tu me demandes de quitter mon propre espace après tout ça? Elle n'a pas scié. Ce serait juste plus facile pour tout le monde. J'ai dit, non. Pas question. Je lui ai dit qu'elle avait 2 semaines avant que je ne dépose officiellement l'avis d'expulsion. Cette nuit-là, j'ai trouvé une lettre dactylographiée sur ma table de cuisine. Pas d'enveloppe, juste une feuille de papier. Il était écrit, cette maison n'est pas sûre pour un enfant. Vous êtes surveillé. Toute nouvelle action contre Ray se terminera mal. Vous avez été prévenu. Pas de signature, pas de nom, juste tapé en gros caractères gras comme une lettre de rançon. J'ai également signalé cela à la police. Ils l'ont prise, l'ont ajoutée au dossier, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose à moins que quelqu'un ne prenne Ray sur le fait. J'ai décidé que je devais les battre à leur propre jeu. J'ai engagé un détective privé. Ça m'a coûté une partie de mes économies, mais je m'en fichais. J'ai dit au type, il s'appelait Marc, que je voulais des preuves de l'endroit où Ray vivait, de ce qu'il faisait, et si Mia communiquait avec lui dans mon dos. J'avais besoin de preuves solides avant de déposer quoi que ce soit d'autre. En attendant, j'ai commencé à préparer la maison, j'ai verrouillé mon bureau, changé les serrures de l'étage, installé un pen dormant sur ma chambre, acheté mon propre modem portable pour Internet et éteint le routeur du bas. Mia m'a hurlé dessus pour ça. Tu m'isoles. J'ai un bébé. J'ai dit, tu veux jouer à la maison avec un homme qui a falsifié un acte de propriété? Alors ne t'attends pas à ce que je t'aide. Une semaine plus tard, Marc m'a recontacté. Il avait des photos. Ray logeait dans une location bon marché à environ 20 minutes de Watervliet. Mais il ne se cachait pas seulement, il travaillait à nouveau, au noir, pour un sous-traitant technologique basé à Syracuse. Plus que ça, Marc l'a surpris en train de rencontrer une autre femme dans un motel sur Wolf Road, la même femme, 2 fois. Il avait des horodatages, des photos, même une vidéo. J'ai tout imprimé. Je l'ai laissé dans une enveloppe en manille scellée sur les marches du sous-sol. Mia n'est pas montée pendant 2 jours. Quand elle l'a finalement fait, elle pleurait pas de fausses larmes, de vraies larmes, le visage rouge, le souffle court. Je n'ai pas dit un mot. Elle s'est laissée tomber sur la chaise de la cuisine et a dit,
je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était avec quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, tu savais qu'il était un menteur. Tu ne voulais juste pas croire jusqu'où il irait. Elle n'a pas discuté. Elle a juste demandé, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai dit, tu le sors de ta vie. Et tu sors de la mienne. Mais ce n'était pas encore fini. 2 nuits plus tard, quelqu'un a essayé d'entrer par effraction dans le garage. J'ai entendu la porte bouger à 2 heures du matin. J'ai allumé le projecteur extérieur, et le bruit s'est arrêté. J'ai de nouveau appelé les flics. Ils sont venus, ont fait le tour, mais personne n'était là. Le lendemain matin, j'ai trouvé un tournevis cassé coincé dans le bord du chambranle de la porte. Marc a dit qu'il avait installé des caméras de surveillance autour du périmètre. Je lui ai donné un double des clés pour vérifier l'endroit quand j'étais absente. Je n'en ai même pas parlé à Mia. Je ne lui faisais plus confiance. Puis est arrivée la lettre des services de protection de l'enfance, encore une fois. Cette fois, pas un appel anonyme. Cette fois, le signalement avait été fait à mon nom. Selon le formulaire, je m'étais signalé pour négligence envers une personne âgée, instabilité mentale et environnement dangereux pour les enfants en raison d'une détérioration mentale. Ça sentait le style de Ray à plein nez, mais je suis restée calme. J'ai rencontré l'agente des services sociaux, la même femme qu'avant. Elle m'a regardée, confuse. Vous n'avez pas déposé ça, n'est-ce pas? Je lui ai dit non. Je lui ai montré la fausse lettre, le rapport du détective, les captures d'écran. Elle avait l'air dégoûtée. Ce n'est pas juste un faux signalement, a-t-elle dit. C'est instrumentaliser les services de l'enfance. Et maintenant, ils ont ouvert une enquête sur Ray. Mia a essayé de tout nier. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à tout imprimer, à sauvegarder chaque message vocal, à noter chaque coup à la porte après minuit, chaque clip vidéo, parce que je savais que ça n'allait pas se terminer par une discussion. Ça se dirigeait vers quelque chose de grand, quelque chose de moche, et je n'allais pas me laisser faire en silence. Le point de rupture est arrivé 2 semaines plus tard. Je venais de rentrer du magasin. Je me suis garée dans mon allée et j'ai immédiatement vu que la porte du garage était grande ouverte. C'était étrange, je ne l'avais pas laissée comme ça. Puis j'ai vu que la porte du sous-sol avait été défoncée. Le cadre était fendu. On aurait dit que quelqu'un l'avait enfoncé avec son épaule ou un outil. J'ai couru à l'intérieur, le cœur battant. L'étage était calme, mais quand je suis arrivée au sous-sol, j'ai figé. Tout était saccagé. Le berceau était renversé. Le matelas de Mia était appuyé contre le mur. Vêtements, biberons, même le bac à couches du bébé était éparpillé sur le sol. Il y avait des cadres photos brisés et des trous dans les cloisons sèches. Une fenêtre était fissurée de l'intérieur. Il y avait des empreintes de bottes boueuses partout. Et dans un coin de la pièce, par terre, se trouvait ma petite fille, enveloppée dans une fine couverture pour bébé, le visage rouge de pleurs. Pas de Mia. Pas de Ray. J'ai attrapé le bébé, je l'ai serré contre moi et j'ai couru à l'étage. J'ai appelé le 911. La police est arrivée vite, les services sociaux aussi. Je leur ai tout raconté à nouveau. Ils ont appelé ça ce que c'était, mise en danger d'enfant. Mia avait abandonné le bébé ou l'avait laissé dans une situation qui entraînait un risque grave. Quoi qu'il en soit, c'était fini. En 24 heures, une ordonnance de garde d'urgence m'a été accordée. Pas une tutelle temporaire, la garde exclusive en attendant l'enquête. Il s'est avéré que Mia était partie avec Ray après tout ça. Elle était partie avec lui ce matin-là, avait fait un sac et s'était enfuie, laissant le bébé derrière elle. Je l'ai appris par le détective, qui avait repéré leur voiture se dirigeant vers Rochester. Il les a suivis jusqu'à une propriété de location miteuse en dehors de la ville, la même que Ray avait indiquée comme bureau contractuel sur certains documents fiscaux. Fraude, encore une fois. Alors maintenant, j'avais le bébé, la maison, les documents et la loi de mon côté. Et il me restait encore une carte à jouer. Avec l'aide de Karen, nous avons tout compilé, le faux acte de propriété, les photos de mise en danger d'enfants, les images du motel du détective, les emails au dernier employeur de Ray, le faux signalement aux services sociaux, les tentatives d'effraction.
Ensuite, nous avons envoyé un dossier juridique complet au département du travail de l'État de New York et au bureau du procureur général dans la catégorie de la fraude immobilière, du vol d'identité et de l'utilisation malveillante des services de l'État. Nous avons également déposé une ordonnance restrictive contre Ray en mon nom et celui du bébé, et elle a été accordée. 3 semaines plus tard, ils l'ont attrapé. Ray a été arrêté lors d'un contrôle routier de routine lorsque le mandat d'arrêt a été signalé. Mia était sur le siège passager. Il y avait une bouteille de pilule et un ordinateur portable non enregistré dans le coffre appartenant à son ancien employeur. Ray a été accusé d'avoir déposé un faux acte de propriété, de mise en danger d'enfants, de fraude informatique, de harcèlement, de vol d'identité, de tentative d'expulsion illégale, de possession de matériel volé. Il a pleuré au tribunal, a prétendu que j'avais empoisonné sa famille, qu'il essayait juste de construire quelque chose. Le juge n'a pas été ému. La caution lui a été refusée et il a été condamné à 3 ans de prison d'État après avoir plaidé coupable à des accusations moindres. Mia, elle a essayé de récupérer la garde, mais les services sociaux avaient un rapport complet, photos, chronologie. Elle avait laissé son enfant seul dans un sous-sol délabré sans nourriture, sans berceau et avec une porte ouverte. Elle a échoué à toutes les parties de l'évaluation, pas de travail, pas d'adresse stable, aucune volonté de couper les ponts avec Ray. Le juge m'a accordé la garde légale exclusive. Mia a obtenu des droits de visite supervisés 1 fois par mois dans les locaux du comté. Elle a sangloté en entendant la décision. Elle m'a demandé, là, au tribunal, « Pourquoi me fais-tu ça ?» J'ai dit, « Parce que je t'ai donné un foyer, et tu l'as transformé en zone de guerre. » Et c'était la vérité. Après ça, j'ai tout changé, nouvelle serrure, nouveau routeur, nouvelle boîte aux lettres avec un seul nom dessus à nouveau, le mien. J'ai déposé une demande pour retirer Mia et Ray de tous les registres publics liés à mon adresse. J'ai même réécrit mon testament. Tous mes biens vont maintenant à ma petite fille, en fiducie, jusqu'à ses 25 ans. Mia n'est mentionnée nulle part. J'ai transformé le sous-sol en une vraie chambre d'enfant, repeint, réparé les fuites, me suis débarrassé de tous les objets qu'ils avaient laissés derrière eux. Je vois encore Mia parfois. Elle ne ressemble pas à la fille que j'ai élevée. Elle a l'air perdue, vide. Elle est polie pendant les visites mais pas chaleureuse, et je ne m'attends pas à ce qu'elle le soit. Quant à moi, j'ai appris plus en 1 an que a eu cours des 20 dernières années, sur la famille, sur l'amour, sur ce qui arrive quand on laisse les mauvaises personnes s'approcher trop près. Mais surtout, j'ai appris que le silence est un pouvoir, qu'on n'a pas besoin de crier pour gagner. Il suffit d'attendre, d'observer et de tout documenter. Ray pensait qu'il pouvait voler une maison avec une fausse boîte aux lettres et un sourire suffisant. Maintenant, il est enfermé, et ma maison est à nouveau la mienne. Et cette fois, personne d'autre n'aura jamais un.